C'est en 1862 que pour la première fois est décrite l'Alocasia zebrina. Cette espèce qu'on connaît tous, elle a été découverte par un horticulteur, en tout cas décrite par John Gould Fate. C'est un horticulteur britannique. C'est une espèce qui est endémique, donc qui est exclusive aux îles comme Luzon. Donc elle pousse dans des forêts tropicales humides, donc avec beaucoup d'humidité et entre 100 et 400 mètres d'altitude. Voilà, donc elle peut être quand même assez haute, hein. Elle est devenue populaire forcément par ses belles rayures qui donnent envie en fait. Ça fait très tropical, ça fait vicieux, ça fait toxique tout de suite, donc ça attire en fait, hein. C'est ce qui fait peur attire aussi. Voilà, elle est vite devenue popularisée. Il y a eu énormément d'achats de cette plante qui fait qu'aujourd'hui elle est dans tous nos salons pratiquement. Malgré toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur la Locasia zebrina, en réalité c'est pas du tout la plus compliquée. Au contraire, elle est très facilement adaptable, après dans la mesure du possible forcément, mais ça fait partie des espèces les plus adaptables en fait, comme la macrorhiza, enfin les classiques quoi. Elle supporte assez bien, encore une fois dans la mesure du possible, les environnements un peu secs, voilà, donc les appartements un peu secs, elle peut survivre. Je dis pas qu'elle s'épanouit, je dis pas qu'elle est heureuse, mais en tout cas elle peut survivre, donc elle est assez adaptable à ce niveau-là. Petit fun fact, attention, l'évolution a fait que cette plante a des rayures zébrées sur ses tiges, ses pétioles. C'est pas pour rien en fait, c'est pas de la décoration, c'est pas juste un coloris. La plante utilise ce côté zébré qui est texturé pour pouvoir faire ruisseler l'eau de la pluie vers ses racines, vers son rhizome et garder cette humidité en fait. Elle guide l'eau qui tombe du ciel. Voilà. Bon, tout cet aspect scientifique, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, suite à la dernière vidéo, on va rempoter cette belle Alocasia zebrina. Alors, elle est pas petite, hein, elle est plutôt grande, elle fait des énormes feuilles. Il y a 4 feuilles, voilà, il n'y en a pas énormément. Aïe aïe aïe, j'ai mal à la main. Mais franchement, elle est plutôt heureuse. Ça, c'est la dernière, oh là là, on va pas s'en sortir. Ça, c'est la dernière feuille qu'elle a sortie, plutôt géante en fait, hein. Elle fait 1,5 fois ma tête. Bah, franchement, je la trouve magnifique. Voilà. Donc c'est celle-ci qu'on va rempoter. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, moi, je ne peux plus du pont. Donc on va le faire ensemble, hein. Et on va voir aussi les surprises qui nous attendent dans ce beau substrat qu'on aime, le pont. En réalité, j'en ai deux. Une un peu plus petite, mais je vais pas la rempoter tout de suite. Pourquoi? Parce que elle est en train de sortir une feuille. Et comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, je ne compte pas rempoter une plante qui est en train de sortir une feuille tant qu'elle n'est pas dépliée. Alors, j'ai pas encore choisi dans quel pot j'allais le rempoter. J'ai oublié 2 petits bulbis, on va les mettre en sphaigne tout à l'heure. Le pont est assez sec, donc je pense qu'elle a besoin d'un petit arrosage. On va faire ça ensemble. Hop. Donc déjà on vide tout le substrat. Ça coule, ça coule. Ses racines sur le dessus, elles ont un peu séché, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même énormément de racines. Ah oui. Alors là, c'est une magnifique motte qu'on a. Elle a bien tiré parti du pot et de tout l'espace qu'elle avait. Donc on va enlever tout ce pont. Faut tapoter. Comment je vais réussir à sortir toutes ces racines, moi? C'est une belle chevelure, hein, franchement. J'avais mis ces sortes de fils de fer pour servir de tuteur. Enfin, en tout cas pour lier un peu les feuilles pour qu'elles arrêtent de trop tomber. Et finalement ça m'a servi à rien puisque je l'ai vite enlevé, mais je l'ai laissé traîner en bas. C'est rien de grave, hein, mais voilà. Allez, j'ai réussi. Hop. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser son pot de base. C'est pas grave s'il n'est pas transparent.
Je surveillerai avec une pointe en bois pour essayer de voir l'humidité ou avec mon doigt, mais je vais m'en sortir de cette manière. Je vais aller nettoyer le pot, je vais aller nettoyer les racines et je reviens tout de suite. Je pense que c'est bon, j'ai pas réussi à enlever tous les petits cailloux forcément, en fait ça a bien pris tout autour du pont, du coup ça a du mal à s'y enlever, mais c'est pas très grave. On va poser ça là et je vais commencer par mettre un fond à l'intérieur du pot. On met un fond de terreau. Voilà. Je pose la première partie des racines que je vais essayer d'enterrer comme je peux, hein, un peu partout, voilà. Les racines elles vont pouvoir mieux se développer parce que c'est vrai que c'était trop haut en fait. C'est vrai que dans le pont là c'était beaucoup trop haut et du coup les racines elles sortaient puis elles séchaient. Donc c'était pas optimal pour elles. Qu'est-ce qu'on en pense? Déjà la plante tient. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de la tenir. Donc là je vais aller mouiller tout ça. On se retrouve juste tout à l'heure. Je vous montrerai un peu la plante. Et voilà. De toute façon il n'y a plus grand chose à faire. C'est bon. Maintenant que le rempotage a été fait, c'est terminé quoi. Dans son nouveau substrat, elle n'a pas changé de peau, mais au moins on a éliminé le pont, ce qui est la bonne nouvelle pour moi. Bon, on est sur la fin, c'était un peu chaotique, hein. On va pas se mentir, mais je vous promets que ça a une grande utilité pour moi de passer du pont au terreau. Je sais que je radote beaucoup, mais parce que, comme je vous ai dit, en réalité, le pont, soit je ne sais pas gérer, soit il y a des limites au pont. En tous les cas, chez moi, ça ne marche plus. J'ai quand même pas mal de plantes encore en pont, donc à chaque fois, si ça vous plaît, ce que je vais faire, c'est que je vais raconter une petite anecdote sur la plante, un peu comment on l'a découvert, qui, pourquoi. Et ensuite, je ferai mon rempotage comme ça apporte un peu de culture. Moi aussi, en étudiant le sujet, ça m'apporte aussi un peu de culture. Et derrière aussi, on a un petit rempotage avec des conseils. Je ne sais pas si j'ai donné assez de conseils aujourd'hui, je ne pense pas. Parce que c'est vrai que c'est délicat comme situation. Alors, pour les bulbis, comment ça se passe? Je mets un peu de sphaigne à l'intérieur. Voilà les bulbis. On essaie de bien remplir ça quand même. On tasse pas trop, hein. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment juste je tapote avec le doigt très gentiment. On casse la pointe. C'est un peu sec, hein, donc ça vient tout seul en fait. Il nous reste ça. Ici, c'est ce qui va vers le bas, donc là où il y avait la tige. Et au-dessus, ce qui forme une sorte de pic, là où on a l'impression que ça va germer, c'est là où va partir le bulbe. Donc personnellement, on vous dira oui, il faut pas trop les enterrer loin, etc. Vaut mieux les mettre tout seul. Tout ça c'est vrai, hein, c'est vrai que ça limite. Personnellement, en les enterrant quand même un tout petit peu, j'ai jamais eu de soucis de pourrissement. Je vais pas changer les bonnes habitudes. Ce que je fais, c'est que je laisse juste la pointe dépasser, comme ceci, pour que ça reste vraiment bien dans l'humidité. Donc ici on voit la première petite pointe, ici on voit la deuxième. Et ensuite on va arroser. Alors j'ai mon petit pchit, donc comme je fais, c'est vraiment au feeling, mais en gros je fais en sorte en général que ça coule pas vraiment par le bas. Donc j'en mets pas assez pour que ça coule. Si ça coule un peu, c'est pas très grave, mais personnellement, c'est mon repère, on va dire. Donc on va les replacer aussi, on en profite. Je remarque que c'est encore un peu sec. Donc je vais mettre 2-3 pchits. De ce côté, ça a bien pris. Je vais juste mettre dans l'angle 2-3 pchits pour que ça arrose un peu ici et ici.
Et voilà, donc si je suis pressé, je mets un film que j'ouvre tous les jours, voire tous les 2 jours pendant un petit moment, genre 10 minutes, mais c'est vrai que je le fais pas hyper rigoureusement, donc ça arrive que je le fasse pas du tout pendant 3 4 jours, une semaine. C'est pas bien grave, hein, c'est pas grave si on oublie les bulbilles. En général, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais en tout cas, si vous voulez vraiment qu'il n'y ait aucun risque, c'est vrai que c'est quelque chose à faire chaque jour pour éviter les moisissures. Là, je vais pas mettre d'opercule au-dessus, je vais la mettre directement dans la vitrine à 90% d'humidité. Ça suffit en général pour germer. C'est vrai que 100% c'est mieux, mais si vous êtes patient, à 90%, ça finira par partir. Le tout, c'est d'avoir vraiment une bonne température, genre 22, 23, 24, c'est l'idéal. 25 c'est bien, mais ça commence à être limite. Au-dessus, il y a trop de risques de pourrissement, et en dessous ça germera pas en fait, tout simplement, hein. Ou en tout cas en beaucoup de temps. Faut vraiment que la plante comprenne que c'est le moment de germer. Il fait assez chaud, il fait assez humide, on peut y aller. Donc on va mettre ça dans la vitrine, et voilà, il a rejoint ses petits compatriotes. Il est juste ici, et je vous tiendrai au courant des nouvelles là-dessus.